Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un exercice qu'on peut faire en tant que parent et qui nous aide vraiment à prendre du recul sur notre relation, nos relations avec nos enfants et sur le rôle qu'on a à jouer auprès d'eux en tant que parents. C'est un exercice qui s'appelle les deux listes et qui est mené en général lors d'une première séance, dans le début des séances d'atelier de discipline positive. Alors, juste parce que j'aime citer mes sources et être précise, je vais donc préciser pour ceux qui ne le savent pas que les termes discipline positive désignent quelque chose de précis. C'est-à-dire que dans la parentalité positive, la parentalité bienveillante, consciente, le terme qu'on veut utiliser, éducation bienveillante également, tout ça c'est un peu interchangeable et on utilise les termes qu'on veut en fonction de nos sensibilités, ce qu'on met derrière, etc. Et je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus. En revanche, il y a différentes façons de le vivre, différentes approches qui pour moi vont toutes dans la même direction et j'adore m'inspirer de sources différentes. Mais celle qu'on désigne par discipline positive correspond donc à l'approche de deux autrices américaines qui s'appellent Jen Nelson et Lynn Lott qui ont développé cette approche de discipline positive. Donc quand je vous parle de discipline positive, c'est un peu comme si je vous disais Faber et Maslich, vous voyez, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc le format des ateliers de parents en discipline positive, et d'ailleurs pas seulement de parents, aussi également des enseignants ou d'autres profils, commence en général par l'exercice des deux listes. Et cet exercice-là que je trouve assez important et intéressant, j'aime l'adapter au public auquel je m'adresse et j'en donne une version au début de la formation Point de rencontre, une formation en 7 mois pour améliorer les échanges avec vos enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que cet exercice ? L'idée, c'est de dresser deux listes différentes. La première, c'est une liste des difficultés, des défis, des challenges qu'on a au quotidien avec nos enfants, ce qui nous met un peu en échec, ce qui nous cause des difficultés, ce qui rend la relation difficile, etc. Bref, ce à quoi on s'attaque un petit peu au quotidien. Et de l'autre côté, une liste de toutes les qualités, compétences qu'on aimerait voir chez eux plus tard, quand ils seront grands. Et c'est vraiment intéressant de mettre ces deux listes-là l'une en face de l'autre, parce que typiquement, dans la première liste, on a comme difficulté le fait qu'ils n'écoutent pas, qu'il faut répéter, qu'ils répondent, qu'ils ne coopèrent pas, qu'ils se disputent avec leurs frères et sœurs, etc. Enfin, tout un tas de choses qui nous posent effectivement des difficultés au quotidien et qui rendent l'atmosphère parfois difficile et donc qui nuisent à nos échanges avec eux. Et de l'autre côté, quand on pense aux qualités qu'on veut qu'ils aient développées un peu plus tard, quand ce sont typiquement, on peut les imaginer jeunes adultes, 25 ans, ils reviennent chez nous après leurs études, nous rendre visite le dimanche, quelles qualités on aimerait voir chez eux à ce moment-là. Et là, on voit qu'on aimerait qu'ils soient indépendants, qu'ils aient un respect de l'autre, une tolérance, une faculté d'analyse, une faculté de décision, une autonomie. Et toutes ces qualités-là, c'est drôle parce que c'est pas forcément les qualités qu'on cherche à développer chez eux quand ils sont petits. Ça me fait penser à une image que j'avais vue où le parent dit à son enfant écoute, quand tu seras grand, j'aimerais que tu sois décidé, autonome, assertif, mais tant que t'es petit, je te préfère obéissant, ok ? Et donc, je ne manque pas, lorsqu'on fait cet exercice en atelier avec les parents, puisque j'anime aussi des ateliers en présentiel, de noter systématiquement, de leur faire réaliser que dans cette liste de qualités à long terme, il n'y a jamais écrit l'obéissance. C'est drôle quand même de voir ça. C'est que quand ils sont jeunes, nos enfants, on aimerait parfois, la vie serait plus simple selon nous, si juste ils faisaient ce qu'on leur demandait. Mais en réalité, à long terme, si on y réfléchit, c'est pas ce qu'on cherche à développer chez eux. On ne veut pas développer l'obéissance, on veut au contraire qu'ils aient un sens de l'analyse, un recul, un pouvoir de décision, etc. On veut qu'ils soient capables d'être indépendants, d'être assertifs, on veut tout ça. Donc, déjà, rien que cette prise de conscience-là, elle permet d'aborder la relation un petit peu différemment.
D'accord. Et ça apporte d'autres choses, cet exercice de liste. Alors, quand on fait des ateliers discipline positive, il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir de ces deux listes. Et surtout, elles sont présentes tout au long des ateliers suivants, puisqu'on va s'y référer quand on fera d'autres activités. Et donc, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe en atelier discipline positive. Ça prendrait des heures. Je vous encourage plutôt à aller en suivre. Ou d'autres ateliers d'éducation positive, quel que soit le format que vous choisissez. Moi, par exemple, je ne fais plus d'ateliers Faber et Maslach, je ne fais plus d'ateliers discipline positive, je fais des ateliers que j'appelle éducation positive et qui mélangent un peu les différentes approches parce que j'aime piocher chez différentes personnes des exercices qui me conviennent ou ajouter des connaissances que j'ai pu glaner ailleurs, par exemple lors de formations de communication non violente, etc. Donc à vous de choisir l'approche qui vous intéresse. La raison pour laquelle je vous parle de cet exercice aujourd'hui, c'est que ça permet quand même, rien que cet exercice-là, ça permet quand même de prendre du recul sur pas mal de choses. Ça permet d'abord de changer son focus, de penser justement long terme, de voir, ok, aujourd'hui j'ai des défis parce que j'ai une difficulté au quotidien, parce que je dois sans cesse répéter les instructions, les choses à faire, etc. Mais à long terme, est-ce que c'est ça l'important ? Que voudrais-je développer chez mes enfants à long terme ? Alors déjà, rien que se demander ce qu'on veut développer chez nos enfants à long terme, ça nous permet de mettre notre focus et notre énergie dans d'autres choses. Et là-dessus, je vous renvoie sur ce qu'on appelle la feuille de route, qui peut vraiment nous aider à mettre notre énergie dans ce qu'on veut développer chez nos enfants à long terme. Mais également, ça nous permet aussi de voir, et c'est à ça que je voudrais réagir aujourd'hui, parce que j'ai eu une question d'une maman à ce sujet. Ça nous permet aussi de voir le fait que dans certaines de nos difficultés, on voit déjà se profiler certaines des qualités qu'on veut voir chez eux plus tard. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça nous permet aussi de voir autrement ces difficultés-là. Donc, typiquement, quand l'enfant est en train de s'opposer à nous dit qu'il n'est pas d'accord pour faire quelque chose, on peut noter qu'il est en train de s'écouter lui-même, de savoir ce qu'il veut faire, de savoir exprimer son opinion, il est en train de prendre des décisions, il est en train de montrer tout un tas de qualités et de compétences qu'on veut pour lui à long terme. Ça ne veut pas dire qu'on est content que notre enfant s'oppose à nous tout le temps, au quotidien, parce qu'on voudrait aussi plus de facilité. Mais on veut plus de facilité et de coopération dans la mesure où on voudrait pouvoir communiquer avec lui pour, en fait, qu'il soit d'accord pour faire ce qu'on lui demande. Pas l'obliger à faire ce qu'on nous demande en réalité, à long terme. On ne veut pas que quand quelqu'un lui demande quelque chose, il s'y oblige, même quand il n'est pas d'accord, sans exercer son libre arbitre et son esprit d'analyse. Donc finalement, qu'il soit capable de mettre en place son esprit d'analyse pour se dire, en fait, je m'écoute moi-même, là tout de suite, ce que j'aimerais faire, c'est pas ça, c'est plutôt ça, et qui s'oppose à nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors j'entends ce que vous dites, que oui, mais alors avec ça, si on suit vraiment ce raisonnement-là, ben, nos enfants vont jamais aller se brosser les dents, faire leurs devoirs, etc. Alors d'abord, évidemment, l'idée n'est pas d'abandonner tout guide auprès de nos enfants. Donc on va quand même leur expliquer pourquoi se brosser les dents, pourquoi faire les devoirs, que les devoirs en particulier, alors ça c'est tout un thème que j'ouvre et que je devrais peut-être pas ouvrir ici, mais la motivation, il va falloir aller chercher la motivation intrinsèque, leur faire comprendre que c'est pour eux, ce qui est sur le thème des devoirs en particulier, pas souvent fait par les professeurs et les parents. Donc, et même si la motivation intrinsèque est difficile à trouver, on peut recevoir ce qu'ils vivent quand même. Le fait que c'est pas toujours simple de comprendre et d'accepter qu'il faille se brosser les dents tous les jours. Okay ? Donc on peut le recevoir, on peut voir autrement le fait qu'ils s'opposent à nous. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc trouver un fonctionnement qui aille pour tout le monde. Le fait qu'ils n'aient pas envie d'interrompre leur activité, par exemple, pour aller se brosser les dents, ben c'est plutôt pas mal par rapport au fait de s'écouter soi-même. Donc on peut aussi écouter ça et trouver le bon moment pour qu'ils aillent se brosser les dents, par exemple. Donc là, on entre dans tout un autre panel qui est quelles sont les méthodes pour quand même encourager la coopération malgré la difficulté. Mais en revenant vraiment au cœur de cet exercice, c'est le fait de réussir à voir derrière certains des comportements, certaines des compétences qu'on aimerait voir chez eux plus tard. Alors,
Pourquoi je fais ce partage aujourd'hui? Justement parce que j'ai une maman qui s'est inscrite récemment à ma formation Point de rencontre, donc qui commence entre autres choses par cet exercice-là, et qui m'envoie cette question suivante. Bonjour Coralie, pourriez-vous m'éclairer sur la comparaison entre les comportements qui nous insupportent chez nos enfants et les qualités que l'on aimerait qu'ils développent? Par exemple, chez mon petit de 2 ans qui tape sa grande sœur, comment y voir le respect de l'autre? Merci, signé la maman. Alors, je voudrais répondre à cette question et je l'ai trouvée tellement intéressante que j'ai trouvé ça utile pour tout le monde de faire ce petit podcast. Effectivement, dans un petit qui tape sa grande sœur, on ne va pas y voir le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liaison directe entre le comportement qui nous insupporte et telle qualité qu'on aimerait qu'il développe. Okay? Au contraire, dans le petit qui tape sa grande sœur, peut-être qu'il n'y a pas encore assez de respect de l'autre et qu'il va falloir l'aider à développer le respect de l'autre. Mais même si on ne le lie pas directement à une qualité qu'on voudrait voir, on peut chercher quelle est la qualité qu'on aimerait voir chez notre grand et chez notre enfant quand il sera grand et qui se voit déjà dans le comportement. Typiquement, un petit de 2 ans qui tape sa grande sœur, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est déjà capable de poser ses limites, on peut dire qu'il est capable de se défendre, entre guillemets. Alors se défendre, on va lui apprendre heureusement d'autres manières de se défendre qu'en tapant sur l'autre. C'est bien ce à quoi on aspire en évoluant vers l'éducation positive, bienveillante. Mais à 2 ans, il n'a pas encore développé d'autres méthodes, il n'a pas encore d'alternatives. C'est ce qu'il trouve de mieux à ce moment-là. C'est la meilleure méthode qu'il a à sa disposition à ce moment-là pour réagir face à sa grande sœur. N'empêche qu'il est capable de s'opposer à sa grande sœur et de lui dire, avec sa méthode à lui, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est déjà une certaine assertivité, c'est déjà un certain exercice du pouvoir de lui-même, dans son pouvoir personnel, pour pouvoir poser ses limites. Et ça, c'est une vraie qualité qu'on veut chez eux. Plus tard, on ne veut pas que nos enfants se plient à tout ce qu'on leur demande. On veut qu'ils soient capables de dire non, ça, je ne suis pas d'accord. Et donc le petit de 2 ans qui tape sur sa grande sœur, il est capable déjà de dire non, je ne suis pas d'accord. Et évidemment que notre rôle de parent, ça va être de l'aider à évoluer dans les méthodes pour exprimer ça et dans aussi d'autres qualités, type le respect de l'autre, qui vont d'ailleurs l'aider à évoluer dans ces méthodes. Mais le fait de comprendre qu'il y a des qualités quand même derrière le comportement le comportement même qui nous est insupportable au quotidien, ça nous permet d'aborder ce comportement différemment, de voir qu'on va l'aider à développer d'autres méthodes, pas forcément à changer le fond de l'affaire. Voilà, j'espère que cette approche vous aide à y réfléchir. Je vous encourage à faire cet exercice. Et puis, si vous voulez en faire plus, aller plus loin, savoir comment développer les méthodes et la coopération, vous pouvez également aller voir sur le site lessidesdoigtsdelamain.com à l'onglet formation pour voir les différentes formations que je vous propose, et en particulier celle dont je vous ai parlé ici. Point de rencontre. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents que ça pourrait aider. Et à bientôt!